Contrairement à un don classique, la zakat elle est obligatoire, c'est un dû pour la personne qui reçoit cette zakat, c'est un dû pour elle, c'est une obligation et ça permet également à la personne de s'en sortir et pas simplement survivre. Bonjour à tous, salam alaikum. Bienvenue dans ce podcast dédié à la zakat. Aujourd'hui, j'accueille Nouri Aï. Bienvenue. Salam alaikum, merci. Alaikum salam warahmatullah. Nouri, tu travailles dans la comptabilité depuis maintenant 10 ans. Tu es expert comptable installé à ton compte depuis un peu plus d'une année. Exactement. Tu es spécialisé dans les associations. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est qu'on discute un petit peu de ton point de vue de ce que c'est que la zakat. Très bien. Alors du coup, avant de commencer, j'ai une première question pour toi. Est-ce que tu es zakatable? Oui, je suis zakatable, oui. Parfait. Pour du coup rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on parle de ta définition de la zakat d'un point de vue social. Quel impact c'est censé avoir et quelle est sa philosophie? Ok, alors, pour moi, à mon niveau, la zakat, elle a un double impact. D'abord, un premier impact pour la personne qui reçoit la zakat, c'est une manière de lui rendre sa dignité, de l'aider à s'accomplir et de l'aider à s'en sortir. Et dans un second temps, pour le donateur, la zakat, qui est obligatoire, lui permet également de contribuer à l'économie circulaire, contribuer à donner et même à participer auprès de la communauté, pour aider une ou plusieurs personnes à s'en sortir. Alors attends, il y a une notion qui est très importante dans ce que tu viens de dire. Tu as parlé de dignité. En quoi est-ce que la zakat versus un don classique, en quoi est-ce qu'elle aurait plus de dignité pour celui qui la reçoit? Alors, contrairement à un don classique, la zakat elle est obligatoire, c'est un dû pour la personne la personne qui reçoit cette zakat, c'est un dû pour elle, donc c'est une obligation et ça permet également à la personne de s'en sortir et pas simplement survivre. Ok, c'est très intéressant. Donc le caractère obligatoire, le fait que ce soit un dû, si je comprends bien, il n'y a pas le côté main tendue, c'est vraiment le côté, on me doit ça, donc je le prends, et de l'autre côté, je dois le payer, donc je le paye. C'est exactement comme ça qu'il faut le voir. Ok, ouais, c'est vrai que le caractère bénévole enfin du coup non bénévole pour un croyant de la zakat ajoute ce paramètre social qui est super intéressant. Alors, j'ai plein de questions. On va essayer d'être un petit peu structuré, même si c'est compliqué. Premièrement, j'ai une entreprise. Je souhaite donner la zakat. Est-ce que déjà qui peut la recevoir depuis mon entreprise? À qui est-ce que je peux la donner? Ok, donc quand on souhaite donner la zakat à partir de son entreprise, donc à partir du compte bancaire de son entreprise, il n'y a que des associations qui peuvent les recevoir. Ok. Qui évidemment respectent les critères de la zakat, mais une personne physique, si on souhaite directement donner à une personne pauvre, une personne nécessiteuse, en direct à travers le compte bancaire de la société, ce n'est pas possible. D'accord, donc j'ai ma boîte, je suis obligé de donner une asso, il y a d'autres structures, des ONG, Les ONG, les associations, les fondations, les fonds de dotation, Ok. toujours qui respectent le principe de la zakat, mais toutes ces structures-là répondent aux critères et légalement on peut leur faire un don. Ok, donc les principes de la zakat qui vont être abordés dans un autre épisode. D'accord. Et du coup, si je comprends bien, ce seraient les 8 catégories qui sont citées dans Surat Tawbah. Exactement. Ok, donc je ne peux pas donner, si je comprends bien, la zakat à une personne physique. Non. Et si j'ai quelqu'un dans mon entreprise, enfin quelqu'un dans ma famille à qui j'aimerais la donner, mon entreprise marche plutôt bien, j'ai un patrimoine qui est assez élevé, je suis censé donner 10, 15, 20 000 euros de zakat, je peux pas lui verser directement. Il faut bien distinguer la zakat afférente au patrimoine et donc zakat al-mal, qui elle est issue du patrimoine et n'est pas issue de la famille. Et donc cette zakat-là, si elle sort du compte de l'entreprise, doit aller uniquement à des associations et des structures, donc qu'on a dit personnes morales, pour respecter la législation française. Ok, et si je veux absolument la donner à quelqu'un de ma famille, je fais comment? Ou à un voisin, ou à quelqu'un que je connais qui est vraiment dans le besoin? Il y a 3 options possibles. L'option numéro 1, vous versez des dividendes de votre structure et une fois que vous avez les dividendes sur votre compte bancaire personnel, vous pouvez donner à qui vous voulez. Ok. L'option numéro 2, vous versez un salaire
ce que vous faites tous les mois et vous donnez. Et l'option numéro 3, c'est ce qu'on appelle le compte courant. Donc, au sein de votre société, à un moment donné dans la vie de votre société, vous avez avancé de l'argent à votre société. Et donc, comptablement, votre société vous doit de l'argent. Ok. Et cet argent-là, vous pouvez le récupérer quand vous voulez. Et avec cet argent-là, vous pouvez donner à qui vous voulez. Ok, c'est très intéressant. Donc en fait, le don à une association, il peut se faire directement. J'ai besoin d'un document, d'un justificatif pour un comptable, j'ai besoin de quelque chose en particulier. Alors, si on souhaite un reçu fiscal, il faut un reçu CERFA fiscal qui est délivré par l'administration fiscale. Ok. Si on ne souhaite pas déduire fiscalement ce don, une simple attestation de réception de don suffit. Mais il faut bien distinguer si on souhaite déduire fiscalement ou non le don. Ok, donc il est possible de déduire la zakat fiscalement. Oui, si on le donne à une association, fondation, ONG d'intérêt général, qui respecte les critères de l'administration fiscale, Ok. il est possible d'avoir une réduction d'impôt, dans une certaine limite. Ok, donc ça c'est d'un point de vue comptable. Voilà, exactement. Et d'un point de vue religieux? D'un point de vue religieux, c'est différent là du coup. La question c'est est-ce qu'on peut déduire? C'est ça. Est-ce que j'ai le droit de déduire d'un point de vue religieux? J'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. On posera la question à un expert du domaine pour l'avoir. Ok, donc si je résume rapidement, il y a une notion de dignité. Je peux donner à une association, vu qu'on est en France, on est sous la réglementation française. Donc je peux donner à une association, une ONG, et je ne peux pas donner en direct à une personne. Je peux le donner en passant par les types de rémunération classiques qui sont des dividendes, du salaire ou du compte courant d'associé. Exactement. Je passe un peu du coq à l'âne. Est-ce que une entreprise, elle doit payer zakat al-fitr? Normalement, zakat al-fitr. Zakat al-Fitr, c'est uniquement pour la personne en tant que telle et ça concerne absolument pas l'entreprise. Ok. Donc celui qui veut payer Zakat al-Fitr, il se prend justement par les 3 moyens qu'on a évoqués juste avant, soit des dividendes, soit un salaire, soit un remboursement de compte courant, qui vient sur son compte personnel, qu'on a tous, et à partir de là, il peut payer Zakat al-Fitr. Donc, le fait qu'on ait... donc, la zakat al-fitr, c'est pas une zakat à payer par personne, c'est une par personne physique. Donc, la personne morale n'est pas assujettie à zakat al-fitr, si j'ai bien compris. Exactement. Contrairement à zakat al-mal, qui, elle, pour le coup, rentre dans le patrimoine. Exactement, ouais. Ok. Faut bien distinguer ces deux éléments. Intéressant. Il y a une vraie distinction, oui, effectivement, entre les deux. On en a parlé un petit peu. On peut donner à une asso, on peut donner à une ONG, on peut donner à un fonds de dotation, si j'ai bien compris. Exactement. Est-ce qu'il y a une différence entre les trois, en termes de dons, en termes de comptabilité? Est-ce qu'il y a des choses en particulier à savoir ou c'est vraiment des structures qui sont similaires? Alors, souvent, ce qu'il faut prioriser, c'est l'activité du fonds de dotation, de l'association, du fonds ou de la fondation. Donc, le cœur du don, indépendamment de la zakat, c'est à quelle œuvre on souhaite contribuer. Okay. Certains ils vont dire bah moi j'ai envie de contribuer à ce que telle association construise une école, moi j'ai envie de contribuer à ce que telle association aide les victimes d'un sinistre, d'un tremblement de terre, etc. Donc déjà la première question à se poser c'est à quelle œuvre j'ai envie de contribuer avec mon don. Que ce soit en France, fondation, fonds de dotation, association, dès lors qu'elle respecte l'intérêt général, on a des réductions fiscales. Indépendamment de ces sujets de réduction fiscale, il n'y a pas d'importance à donner à une fondation, un fonds de dotation ou une association. Ok, donc vraiment c'est la même chose pour moi en tant qu'entrepreneur. Je veux faire un don, ça revient au même. Parfait. Bah déjà, merci pour ces premiers éléments de réponse. Maintenant, j'aimerais un peu plus parler de ton quotidien. Donc, toi, tu es spécialisé dans l'accompagnement et dans le suivi des associations. Exactement. En tant qu'expert comptable. En termes d'organisation, comment est-ce que tu accompagnes une association? Alors, il y a plusieurs volets sur l'accompagnement de l'association. Tout d'abord, le volet comptable, donc s'assurer qu'ils respectent leurs obligations comptables. Ensuite, le volet fiscal et juridique, que je mets un peu ensemble, parce que c'est le fameux est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Si je fais ça, oui, mais dans quelles conditions? Donc ça regroupe souvent le fiscal et le juridique, et c'est le cœur des questions qui reviennent. Okay. Et ensuite, le troisième volet, c'est le volet organisationnel, qui pour moi est la base et la fondation
euh, d'une association et qui fait la différence entre une association organisée et pas organisée, une association qui s'est professionnalisée ou une association qui n'est pas encore professionnalisée, c'est l'organisation administrative et financière. Quand on reçoit des dons, du coup, mon accompagnement, c'est vous recevez des dons, par quels moyens vous recevez ces dons-là, à quelle fréquence, quel est le budget qui est affecté à ces dons, comment est-ce que ces dons sont fléchés, et c'est tous ces éléments-là où moi j'apporte une plus-value et j'accompagne les associations pour qu'elles puissent s'organiser. Ah ouais, donc c'est pas que de l'expertise comptable en réalité. La comptabilité, c'est un petit bout, au final, c'est un petit bout du métier. Ok, donc l'objectif c'est d'aller beaucoup plus loin avec les assos et de les aider vraiment sur tous les volets. Exactement. Avant de rentrer dans les conseils, est-ce que tu as un scope? Est-ce que tu accompagnes toutes les associations? Est-ce qu'il y en a certaines en particulier? Je pense typiquement, est-ce que c'est des associations humanitaires? Est-ce que c'est des associations à but non lucratif? Est-ce que c'est des associations cultuelles? Est-ce que tu te restreins à un scope d'associations spécifiques ou pas? Et comment est-ce que tu les sélectionnes, ces assos? Ok, alors, en termes de scope sur les associations, déjà, je travaille sur toute la France. Et même les dom-toms, j'ai également quelques, Ok. quelques associations dans les dom-toms. Ensuite, concernant le scope de manière générale, je travaille pas spécialement avec les associations qui ont moins de 50 000 euros de budget. Maintenant, si une association me contacte, accessoirement parce qu'elle a eu mon contact à droite à gauche et qu'elle a une question ou deux, je peux les aiguiller et les aider évidemment, avec plaisir, mais je travaille pas avec les associations de moins de 50 000 euros de budget. Et sur le type d'association, j'ai pas forcément de type d'association. Là où je vais me concentrer et je vais être exigeant, c'est pas sur l'activité de l'association, mais c'est sur la personnalité des membres du conseil d'administration et du bureau, sur leur volonté de vouloir se professionnaliser. C'est ça vraiment le critère. Aujourd'hui, je refuse pas mal d'associations parce que je sens bien que lors des premiers échanges, il n'y a pas cette volonté de se professionnaliser, il n'y a pas cette volonté de faire appel à un expert, il y a simplement la volonté d'établir un bilan comptable. Ok. Donc aujourd'hui, tu es dans une posture où tu sélectionnes tes partenaires. Clairement, oui. D'accord. Ces partenaires que tu as sélectionnés, est-ce que, alors, pour eux et pour toutes les autres assos ou responsables d'associations qui peuvent nous écouter aujourd'hui, quel conseil tu as à leur donner en termes d'organisation? Alors déjà, le premier conseil... Notamment, alors, excuse-moi, je te coupe, Bien sûr. notamment en termes de zaquette, parce que pour tout le reste, c'est intéressant, mais aujourd'hui, l'objectif, c'est de se focus un petit peu, donc... On va se concentrer sur les équettes. Le premier point, c'est celui que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est l'organisation. L'objectif de la zéquette dans une association, c'est de savoir d'où ça vient, quel est l'argent disponible sur mon compte aujourd'hui qui provient de la zéquette, et qu'est-ce que je vais faire de cet argent-là. Ok. Parce qu'il y a une promesse, quand on fait un don à une association dans le cadre d'une zéquette, il y a la promesse que ce don va être utilisé de la bonne manière. Ok. Pour avoir cette promesse, pour respecter cette promesse et pour informer que ce soit les adhérents de l'association, que ce soit le public ou que ce soit de manière générale toutes les parties prenantes de l'association, on a besoin de transparence. Et pour cette transparence-là, il faut une organisation. Donc moi aujourd'hui, pour accompagner ces associations-là, je mets en place des systèmes au niveau administratif et financier pour qu'on puisse retracer l'ensemble des flux entrants et sortants. Ok. Donc, généralement, les assos vivent soit par des subventions, soit par des dons. Oui. Toi, les associations que tu as sélectionnées et que tu accompagnes, comment est-ce que les responsables vivent la responsabilité justement de ces subventions et de ces dons? Alors, c'est les associations que j'accompagne, c'est vraiment lourd. En fait, il faut savoir que dans une association, déjà, juste en préambule, il faut savoir que dans une association, pour garder l'intérêt général et pour pouvoir recevoir des dons et mettre des reçus fiscaux, un des critères, c'est la gestion des intéressés. Ça veut dire que les membres du conseil d'administration et du bureau ne doivent pas se rémunérer. Mais il y a une tolérance fiscale à hauteur de 3/4 du SMIC. Aujourd'hui, la majorité des associations que j'accompagne refusent ces 3/4 du SMIC. Donc, on parle de personnes qui sont en CDI ou qui sont entrepreneurs ou qui sont même étudiants, alternants et qui travaillent au sein d'une association 100% bénévolement parce que l'objectif, c'est
je veux apporter de mon temps, je veux donner de mon temps, et je veux que le maximum des ressources de l'association aillent dans l'objectif principal de l'association. Ok, c'est très intéressant. Donc, c'est des personnes qui auraient le droit d'avoir une rémunération, qui la prennent pas parce qu'ils veulent optimiser au maximum le don des donateurs. Et parce que c'est intéressant parce que généralement, on entend souvent, malheureusement, la mauvaise gestion des associations. On entend que telle association fait ça, telle association fait ça, le président de telle asso fait ça. Et donc, c'est vrai qu'on en a une image très obscure. Et donc, toi, de ton point de vue, étant donné que tu sélectionnes peut-être en amont, je ne sais pas si cette sélection te permet d'avoir. Pour toi, au contraire, tu as l'impression d'avoir des personnes en face de toi qui sont très saines en termes de gestion et qui vont jusqu'à ne pas se rémunérer elles-mêmes pour un travail qui parfois prend des dizaines d'heures par semaine. Exactement. Alors, je pense que le filtre que je fais auprès des associations, je dois jouer forcément, parce que oui, évidemment, on connaît tous une histoire dans une association où il s'est passé un incident avec un membre du bureau, un membre du conseil d'administration. Ça arrive, c'est la réalité, faut pas le nier. Aujourd'hui, c'est pas mon cas auprès des associations avec qui je travaille, il n'y a pas ce souci-là. Mais faut garder en tête que c'est d'abord une mentalité. C'est d'abord la volonté de vraiment bien faire qui est le plus important pour moi. Et c'est quand cette volonté, cette intention, elle est pure, que tout le reste suit. Ok, et ça, tu arrives à le percevoir en tant qu'expert comptable? On peut se tromper, mais en fait, quand on échange avec les dirigeants, Oui. souvent ce qui se passe, c'est que les personnes viennent vous voir et elles vous disent, moi je gère une association, il y a 200, 300, 400 000, 1 million de budget, voire plus. Bon, normalement, 1 million, on est organisé déjà, mais 200, 300, 400 000 euros de budget. Ce budget-là, nous, on s'est organisé du mieux qu'on a pu. Les gens nous font confiance, ils nous confient, on reçoit beaucoup de dons, donc ça veut dire que les gens nous font confiance quant à l'utilisation de ce don. Mais on a conscience qu'on n'est pas réglementairement, on n'est pas 100% carré, pas par mauvaise volonté, mais plus par ignorance de la législation. Et donc la majorité des personnes qui viennent me voir, c'est nourri, aide-nous à nous mettre en règle. Ok, donc je comprends un peu mieux l'aspect accompagnement que tu décrivais au début, même organisationnel. Donc c'est vraiment des structures qui ont besoin de se structurer et donc qui viennent te voir à un moment où elles considèrent qu'elles elles risquent d'être border si elles continuent leur gestion leur gestion actuelle. Et donc toi, ton objectif, ta mission de l'accompagnement, c'est justement d'en mettre en place les outils, les réflexes et les bonnes méthodes de travail. C'est exactement ça. Il n'y a pas de méthode toute faite. J'arrive pas avec, voilà le cahier, c'est le même cahier que je donne à chaque association, voilà la méthode et débrouillez-vous. Ça fonctionne absolument pas comme ça. Ma valeur ajoutée, c'est de mettre en relation une bonne méthode d'organisation avec les moyens disponibles de l'association. Je vais rencontrer des associations il y a 10 personnes au conseil d'administration et 40 bénévoles qui sont dispo et qui peuvent s'organiser. Et d'autres associations qui vont se dire, on est 2 et on fait tout. Ok. Donc, à moi de les accompagner dans la mise en place d'une organisation, adaptée à leurs moyens. C'est surtout ça, c'est adapté à leurs moyens. Okay. C'est vraiment le critère important. Sinon, on peut définir un cahier des charges unique. Tenez, c'est pour tout le monde, c'est comme ça. Et si c'était aussi simple, je le posterai, je le donnerai avec grand plaisir. Mais il faut que ce soit adapté à chacune des structures. Parce que une personne va vous dire, moi je suis étudiant, je peux bosser que 2 heures tous les soirs après avoir fait mes devoirs. L'autre va vous dire, je suis marié, j'ai 3 enfants et j'ai un CDI. Et donc, il n'y a que le week-end où je peux aider un peu. Et c'est quand on connaît qui est dispo, quand est-ce qu'il est dispo, qu'est-ce qu'il sait faire et qu'est-ce qu'il ne sait pas faire, qu'est-ce qu'il veut faire et qu'est-ce qu'il ne veut pas faire, qu'on peut mettre en place une organisation. Et même ça, c'est amené à bouger en fait. En réalité, il y a des personnes qui vont être impliquées pendant 6 mois, 1 an, puis qui auront d'autres responsabilités. Donc en fait, c'est même pas figé dans le marbre au sein d'une structure. Ça va être, j'imagine que ça bouge. Ça bouge. D'où mon accompagnement pour réajuster et toujours avec l'esprit de on reçoit la zaquette. On a un devoir de transparence. On a un devoir de transparence vis-à-vis de ces zaquettes. Comment on respecte ce devoir? Justement, c'est une question. Comment une asso peut respecter ce devoir de transparence? Tout d'abord, la volonté de respecter ce... Oui. ça coule de source, mais... C'est bien de le rappeler, effectivement. Tu viens de le rappeler. Ok. La volonté de respecter ce devoir de transparence. Ensuite, aujourd'hui, quand vous allez recevoir la zaquette, vous allez recevoir en chèque, en virement, en espèces.
qu'on donne la zakat, il faut signifier son intention de donner la zakat à l'organisme. Ils peuvent pas le savoir, l'association ne peut pas le savoir à votre place. Alors, je te coupe. Donc, le donateur doit préciser que c'est la zakat à l'association. Exactement. Ok. Mais charge à l'association de mettre en place une organisation qui lui permet de déclarer. Typiquement, si vous allez dans une association culturelle et qu'il y a des bornes dans l'association et que vous voulez mettre 20 €, c'est à l'association de mettre une catégorie de choix possibles pour flécher ce don. Est-ce que vous donnez ce don parce que l'association, pour les charges de fonctionnement de l'association, tout simplement? Ou est-ce que vous donnez ce don spécifiquement pour les zakat? Ou est-ce que vous donnez ce don parce qu'il y a un projet immobilier dans un an et que vous souhaitez contribuer au projet immobilier? Ok. Ouais, non, et effectivement, dans plusieurs mosquées, j'ai vu des bornes avec, par exemple, à la période de Zakat al-Fitr, la possibilité de faire le don directement sur la borne. Et j'ai trouvé ça super malin, super intelligent, parce qu'en fait, ça permettait de fluidifier un petit peu le don et de le rendre plus simple et plus accessible. Et donc, il faudrait que dans ces bornes, dans l'idéal, il y ait aussi soit Zakat al-Mal directement, ou soit moi, j'ai réfléchi en tant qu'entrepreneur, j'aille contacter l'entreprise d'une manière ou d'une autre. Donc soit je vais directement, je me rends physiquement au bureau, soit lors du don, si c'est fait en ligne, il faut que soit j'ai la possibilité de déclarer que c'est pour des zakat, soit il faut que je le fasse d'une manière ou d'une autre. C'est à l'association de trouver cette manière ou d'une autre. Okay. Typiquement, si tu fais un don sur Helloasso, tu peux catégoriser. Donc, si charge à l'association de mettre plusieurs catégories en fonction pour laisser le choix au donateur de choisir sa catégorie. Si tu fais un virement, charge à l'association de communiquer sur le libellé à mettre dans le virement pour que derrière, l'expert comptable puisse reclasser ce virement au bon endroit et donc lors de l'assemblée générale, lors du conseil d'administration, que moi je puisse dire à l'association, voilà, on a fait le point sur les virements, il y a 35 922 € pour tel projet, 9 600 € pour les charges de fonctionnement et 10 000 € de zakat al-mal. Ok, donc on va pas être d'accord là-dessus. Toi, tu veux laisser la responsabilité à l'association. Moi, je vais la laisser à l'entrepreneur. Je propose une responsabilité partagée. L'association doit mettre en place la possibilité de pouvoir le déclarer et l'entrepreneur doit le déclarer. Comme ça, tout le monde a un peu de responsabilité et c'est plus intéressant comme ça. D'accord, très bien. Donc, les bornes dans les mosquées, quand je sélectionne Zakat al-Fitr, j'imagine que ça va dans un compte à part. Enfin, comment est-ce que ça va être flagué côté association? Alors ça, c'est la deuxième étape de l'organisation. Déjà, une première étape, c'est de laisser la possibilité au donateur de pouvoir choisir et charge au donateur, comme tu l'as bien dit, de lui-même indiquer son intention de donner à la zakat. La deuxième organisation, que ce soit de l'espèce, du chèque ou de virement, de séparer sur un compte à part. C'est quand même la transparence la plus simple possible. Vous avez un compte spécifique pour la zakat al-mal. Que ce soit pour les espèces quand vous faites vos dépôts d'espèces, que ce soit pour les chèques, que ce soit pour les virements, ça va être... Ah oui, d'accord. Donc même pour l'espèce, tu préconiserais d'avoir deux caisses, par exemple dans la mosquée ou dans l'association, avec une caisse qui serait spécifique pour Zakat al-Mal et une caisse qui serait pour les autres dons. C'est ça? Oui. Ok, c'est intéressant. Rappelons que l'objectif, c'est de respecter le devoir de transparence. Oui. Et que l'investissement pour respecter ce devoir, il n'est pas si élevé que ça. Il faut juste un temps pour que tout le monde puisse s'organiser, mais ça se fait. Et pour moi, c'est même pas que le devoir de transparence. Alors, le devoir de transparence, c'est côté associatif, mais aussi le devoir de bien rediriger les dons de la zakat vers les bénéficiaires de la zakat. Et ne pas avoir en cours de route un micmac, parce qu'on sait très bien que c'est très complexe à gérer au quotidien, qu'il y a du monde dessus, que ça peut partir rapidement dans tous les sens. Donc si on n'a pas flagué dès le départ les entrées et qu'on n'est pas sûr de ce qui doit partir dans la zakat, derrière on n'est pas sûr de ce qu'on va donner réellement. Exactement. Donc oui, ton conseil il est très pertinent de bien distinguer et ségréguer la partie don et la partie zakat qui est don du coup, mais obligatoire pour les croyants. Exactement. L'objectif, c'est de simplifier l'organisation. C'est ma manière de penser de manière générale, c'est quelle est la meilleure organisation d'un point de vue pratique, mais aussi la plus simple, parce que c'est les membres du bureau et du conseil d'administration qui vont tous les jours devoir appliquer cette procédure et cette organisation. On prend un compte à part pour ce qui rentre, et du coup, on sait exactement ce qui doit sortir spécifiquement pour la zakat. Ça reste le plus simple. Plutôt que de dire, j'ai 4 comptes bancaires,
j'ai X euros sur ce compte, X euros sur ce compte, X euros sur ce compte, ou est-ce que cette semaine tu as fait le virement pour le remettre sur l'autre compte? Ouais. Non, si dès le début on a des rentrées d'argent qui vont spécifiquement pour la zaquette dans un compte et que ce compte-là, tout ce qui sort est spécifiquement dédié à la zaquette, c'est plus simple en termes d'organisation également. Ok. Alors, Nouri, je t'ai rencontré au congrès des experts comptables. C'était en septembre. Septembre, exactement. On a un petit peu échangé. J'ai compris un petit peu ton positionnement. Je t'ai expliqué Zakat Pro. Après ça, on a pas mal échangé, notamment sur. Tu nous as apporté une vraie plus-value en termes de vision associative, en termes d'associations qu'on pourrait accompagner. Et déjà, je t'en remercie. Avec plaisir. Moi, j'aimerais te poser une question qui est un peu personnelle peut-être. Donc, non, tu es obligé de répondre. Comment tu t'es retrouvé à faire de l'expertise comptable? Alors, l'expertise comptable, pour l'anecdote, j'ai fait mon stage de troisième, le fameux stage obligatoire d'une semaine de découverte métier, je l'avais déjà fait en compta. Ok. Donc, j'avais déjà un prémisse de quelque chose, et ce qui s'est passé... Et tu voulais faire de la compta avant de faire le stage ou tu t'es retrouvé en compta à ce moment? Non, avant de faire le stage. Ok. Mais c'était très flou la compta. Voilà, Oui. t'as 14 ans, t'es en troisième, la compta, bon bah, voilà, c'est très très flou. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on a un rendez-vous avec la conseillère d'orientation fin collège, etc. Moi, j'avais des bonnes notes et du coup, en discutant avec la conseillère, bah, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire, elle me dit à peu près ce que tu veux. Je dis, bah, c'est sympa, c'est gentil, c'est beau comme ça, mais ça m'aide pas plus que ça. Donc, même si elle m'a pas donné de réponse directe, elle m'a apporté une solution et elle m'a dit d'aller voir un site qui s'appelle Onicep, Ok. où tous les métiers étaient répertoriés. Et donc j'ai ouvert mon ordinateur, je vais sur le site Onicep, et les métiers étaient classés par lettres. Donc une page par la lettre A, tous les métiers qui commencent en A et ainsi de suite. Et donc chaque fois que je voyais un métier qui m'intéressait, je le mettais dans un autre onglet. À la fin, j'avais des onglets grands comme ça. Ok. Et puis je redescendais la description du métier, puis je filtrais au fur et à mesure. Et l'expertise comptable est venue parce que il y avait un peu le côté j'aime bien les chiffres, la compta c'est des chiffres, etc. Aujourd'hui, on découvre que la compta c'est que du droit. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire et qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire? C'est le cœur des questions qui reviennent. Mais au début, moi, je le savais pas. Oui, j'aime bien les chiffres et je voulais aider les gens à développer leur entreprise. C'était un peu Ok. les deux critères qui m'ont conduit à l'expertise comptable. Ok, très intéressant. Donc, à partir de 14 ans, tu étais déjà en train de chercher ta vocation et du coup, tu as pu la trouver. C'est ça. J'étais pas sûr à 100%. Du coup, j'ai quand même fait un bac S en me disant, bah voilà, si d'ici 4 ans tu changes d'avis, bah au moins, t'as un bac un peu généraliste qui t'ouvre des portes. Ok. Mais j'ai pas changé d'avis depuis. Ok. Et après, du coup, j'imagine DCG, DSCG, DEC. BTS, DCG. Ouais. BTS, DCG, Master CCA, Ok. DSCG et DEC. Ok. Voilà. Tout d'une traite? Il y a eu des complications. Il y a eu des complications J'ai raté 3 fois de suite le DSCG à 0,25 près à chaque fois. Ok. Donc la première fois à 0,25, on se dit bon bah tant pis, c'est pas grave, on repasse l'année prochaine. La deuxième fois, bah, on se dit ah ouais encore 0,25. Et la troisième fois, on se dit ah ça commence à faire beaucoup. C'était pour bien avoir les bases. Exactement, on va dire ça. Ok. Et une fois le DEC en poche, expert comptable, pourquoi les assos? Alors, les assos, faut savoir. Là, aujourd'hui, à titre personnel, je suis bénévole dans le centre social de mon quartier. Je fais du soutien scolaire pour les collégiens. J'étais un peu impliqué, je faisais du badminton. Je fais toujours du badminton et je suis un peu impliqué dans le club de badminton. Et à côté de ça, j'ai grandi autour d'associations, que ce soit le centre social de mon quartier ou que ce soit même Sport dans la ville. J'ai grandi autour d'associations qui m'ont accompagné, Et en fait, ce milieu associatif, c'est quelque chose qui me plaît. Je me suis dit, bah écoute, tu vas monter ta structure. Comment tu vois ta journée? Avec qui tu as envie de travailler? Ça ne veut pas dire que j'ai pas de société. Évidemment que je travaille également avec des sociétés commerciales. Mais le cœur de mon activité, et là où je prends le plus de plaisir, c'est accompagner des associations et notamment sur le côté justement organisationnel. C'est là où je prends le plus de plaisir au quotidien. Ok, donc
c'est une niche, je m'entends dans le terme niche, qui est assez spécifique, parce que je pense que tu es le seul expert comptable aujourd'hui que j'ai rencontré qui est déjà installé et qui est focalisé sur. Enfin, qui en fait une de ses spécialités. Moi, de l'extérieur, l'impression que j'en ai, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, c'est que c'est moins rémunérateur et plus casse-tête. Je savais que tu allais me demander ça, je m'en doutais. Mais encore une fois, c'est peut-être des stéréotypes, peut-être c'est vrai, peut-être que c'est faux, je sais pas. Mais de l'extérieur, on a l'image de l'asso qui paye pas, on a l'image de l'asso qui a 15 000 transactions, on a l'image de l'asso qui n'est pas super bien organisée, qui n'a pas ses factures, etc. Est-ce que déjà c'est une réalité et est-ce que tu t'y retrouves ou pas? Alors, est-ce que je m'y retrouve? Oui. L'idée de l'association qui est plus compliquée qu'une société, c'est vrai. Les experts comptables font facilement les bilans de société, mais c'est pas tous les experts comptables qui font des bilans associatifs. Il faut vraiment avoir, c'est une compétence à part. De la même manière que moi, je serais incapable de faire le bilan d'une multinationale. Okay. Donc voilà, chacun ses compétences. En termes d'organisation, une association, oui, justement, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, il y a plus de difficultés à se professionnaliser. Et c'est cette valeur-là que j'ai envie d'apporter aujourd'hui à une association. C'est le côté, voilà, c'est pas parce que vous êtes une association que vous n'avez pas la possibilité de mettre en place des process comme une structure organisée, comme une grosse structure. C'est tout à fait possible. Faut juste, mon rôle, c'est d'apporter les connaissances et d'apporter les outils pour se professionnaliser. Et l'autre sujet qui revient souvent et que tu as évoqué, c'est l'aspect budget. Est-ce qu'une association peut se permettre de payer un expert comptable? Un commissaire aux comptes également, parce que je suis également commissaire aux comptes. Ok, ah oui, on l'a pas précisé au début, effectivement. Oui, c'est vrai. Donc, soit un expert comptable ou un commissaire aux comptes, c'est vrai que la question revient souvent. Nourri, tu travailles avec des associations, est-ce qu'elles ont le budget pour payer? Est-ce que tu as le budget, toi, pour travailler comme il faut? Ce que je me dis, moi, aujourd'hui, c'est que je viens apporter une expertise. Vous avez un expert comptable spécialisé dans les restaurants, dans les ESN, dans les sociétés e-commerce ou dans les associations. Il vient vous apporter une expertise sur un domaine en particulier. Et donc, cette expertise, elle se paye. Ok. Donc, si déjà, dès le début, l'association est dans une optique de dire « je n'ai pas envie de payer l'expertise » ou du fait que je sois une association, je ne souhaite pas payer l'expertise, non, vous allez à Carrefour, vous soyez une association ou pas, ou un pêcheur ou qui vous voulez, vous payez vos courses pareil. Ok. Oui, donc en fait, la philosophie, c'est que tu es impliqué à titre personnel dans des assos, mais quand c'est le travail, c'est le travail. Exactement. Peu importe. Je préfère distinguer les deux. J'ai mon temps de bénévolat côté associatif à titre personnel. Ok. Mais l'expertise comptable et le commissariat aux comptes, c'est mon métier, c'est ma prestation. Parce que le vrai risque derrière, c'est pas que je fasse une réduction. Le vrai risque, c'est qu'à force de faire des réductions, demain mes collaborateurs, je peux pas les payer comme il faut. Oui. Ou alors demain, je vais devoir surcharger mes collaborateurs pour compenser les réductions que j'ai faites à droite à gauche. Oui, il y a une viabilité économique du cabinet à respecter. Et c'est parfaitement logique en réalité. Il y a pas. C'est logique. Ok. Nourri, je voudrais encore te remercier. Tu t'es déplacé, tu es venu de loin pour qu'on puisse avoir cet échange. Un grand merci pour tous les sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Pour toutes les associations qui peuvent être intéressées pour te contacter, parce qu'elles sont dans une démarche positive, parce qu'elles ont envie de se structurer, pas toutes les autres si j'ai compris, où est-ce qu'elles peuvent te contacter? Alors, simplement sur LinkedIn, Nouriahi, ou alors sur mon site internet. Fais quoi comme tu mets un bandeau en bas? On va le mettre dans la description. Ok, merci beaucoup. Et dernière question, et après on finit pour aujourd'hui. Est-ce que tu es utilisateur Zakat Pro? Je suis utilisateur Zakat Pro et je vais axer ma communication auprès de mes clients sociétés commerciales pour justement continuer à utiliser Zakat Pro. Alors, pour la petite anecdote, tu nous as même aidé à sélectionner des assos, donc on te remercie grandement. Nourri, à très vite. À très vite. Assalamu alaikum. Salam.